Chez Gestion Balado Studio, nous créons, enregistrons, diffusons et gérons votre balado. Tout ça sous un même toit. Que vous soyez une entreprise, une institution ou un organisme, faites de votre communication une expérience unique et captivante. Ensemble, réalisons votre podcast. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du sommet virtuel de l'entrepreneuriat et du reprenariat. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui et je tiens aussi à remercier deux collaborateurs qui font partie vraiment de l'essence même de ce sommet, donc GB Studio et Bronco Marketing de Québec. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une personne tout aussi extraordinaire que rayonnante, donc Sujata Vladamoudi. Sujata qui est coach, qui est conférencière également. Et Sujata, le thème de sa conférence aujourd'hui, c'est réengager et revaloriser vos talents, la clé pour prévenir le burn-out et éviter le roulement. Donc, le roulement de personnel, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Ce qu'on va voir avec Sujata aujourd'hui, c'est la reconnaissance qui est l'une des stratégies les plus accessibles et impactantes pour motiver, fidéliser et faire grandir vos talents à l'intérieur de vos entreprises respectives. Pourtant, on dit qu'ils restent souvent sous-exploités. Et dans cette conférence, vous allez découvrir comment, comme chef d'entreprise, comme leader en entreprise, quintupler vos revenus tout en misant sur la reconnaissance et comment vous pouvez, dès aujourd'hui, intégrer des actions simples et faire un pilier de votre culture d'entreprise avec la reconnaissance. Sans plus tarder, je passe la parole à Sujata Vladamoudi. La parole est à toi. Alors, aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est 3 clés universelles pour augmenter rapidement la productivité, la santé et l'engagement chez vos employés. Alors, je suis pas consultante en ressources humaines. Okay? J'arrive ici vraiment par les détours de la vie. Donc, en 98, j'ai claqué la porte très brusquement d'une entreprise, justement parce que je sentais pas qu'on reconnaissait mes talents à leur même pas mes talents, mon apport à sa juste valeur. Et en 2005, j'ai fait un burn-out, j'ai traversé un burn-out et ça m'a amené à me questionner beaucoup et à transformer complètement mon regard sur la vie. Ces épisodes-là m'ont amené à créer l'agenda Attitude Orange, qui est vraiment un magnifique outil pour aider les gens à concilier leur vie et à faire du développement personnel tout au long de l'année. D'ailleurs, vous pourriez l'offrir à Noël à vos employés. Et tout ça, éventuellement, m'a amené à passer de directrice des communications marketing à coach en alignement et en performance. Donc, depuis plus de 10 ans maintenant, j'ai le bonheur d'accompagner des centaines et des centaines d'employés, mais aussi de leaders qui sont très souvent épuisés et très insatisfaits des conditions dans lesquelles ils évoluent. Donc, je veux revenir un peu sur ma démission. En 98, je travaillais pour une très petite entreprise. On était 5 employés. Il y avait une réceptionniste, deux propriétaires, un vendeur et moi qui était responsable du service à la clientèle. On vendait des services de veille technologique pour une entreprise américaine et on était responsable du marché canadien et notre croissance était tellement fulgurante qu'ils nous ont offert de développer le marché mexicain. L'équipe était petite, donc c'est moi qui ai pris le rôle de celle qui allait développer, qui allait aller chercher tous les rendez-vous au Mexique. Et c'est un gros défi pour moi. Mon espagnol était assez limité à cette époque-là. Mais j'ai quand même relevé le défi et en moins de 2 semaines, je lui ai fait une feuille de route. Il est allé là-bas et quand il est revenu avec 10 clients, plusieurs centaines de milliers de dollars de contrats. On fêtait dans le bureau, c'était génial. Et
j'étais tellement fière et j'attendais le prochain défi qui n'a pas tardé à venir. Quelques jours après, mon patron est venu me voir. On avait un nouveau produit, pas très dispendieux, à peu près 5 000 $. C'est un logiciel très spécialisé pour les ressources humaines. Et il m'a demandé de développer le marché pour ça, ce que j'ai fait. Mais dans ma tactique, dans ma stratégie, une des tactiques que j'avais, c'était de mettre une publicité qui coûtait 200 $ à l'époque, et je me disais que, bon, au mieux, on vend un produit et on rentabilise les 200 $. Au pire, on perd 200 $, c'est pas si grave que ça. Et la réponse de mon patron a été un non catégorique, et il a ajouté à ça, je veux pas gaspiller mon argent. Alors, sur le coup, j'étais insultée. Mais j'ai fait comme, bon, OK, je vais retourner à mon bureau, je vais avaler ma pilule, je vais respirer. Ce qui s'est passé l'après-midi de cette journée-là, mon patron puis le vendeur au Canada étaient juste devant mon bureau, et mon patron a offert un week-end, toutes dépenses payées, à ce vendeur-là et sa femme, qui le méritait totalement parce que les chiffres étaient vraiment là. Mais considérant le nom lié à un 200 $ qu'il considérait comme du gaspillage, et un week-end, toutes dépenses payées à un vendeur et sa femme, je l'ai vraiment pris comme une insulte. Et vous imaginez qu'il y avait une accumulation d'iniquités dans le bureau depuis des années qui s'additionnait dans mon cœur et dans ma tête. Et quand j'ai entendu ça, il y a eu un déclic qui s'est fait à l'intérieur de moi, et ça a été terminé. Pour moi, je me suis levée, j'ai donné ma démission, je suis partie, je suis jamais revenue. Donc, c'est ça que la mauvaise appréciation peut faire. Et il y a une phrase qui a été dite par Paul O'Neill: chaque être humain a une énergie discrétionnaire qu'il choisit de donner ou non à son employeur. Et moi, pour développer le Mexique, j'étais vraiment allée puiser dans mes ressources profondes. C'était en dehors de ma zone de confort, et j'avais relevé le défi avec brio. Donc, la réponse de mon patron à ça a eu un effet assez dramatique. Vous le savez maintenant, j'ai quitté. Donc, je vous ramène en 1987. Ce fameux Paul O'Neill-là venait juste d'accepter le mandat de prendre la direction d'Alcoa, une très grande entreprise, une très grande aluminerie. Et à cette époque-là, Alcoa avait vraiment des difficultés financières, et le moral des employés était très bas. Ils venaient de passer à travers une année de grève, et le mandat de Paul était de ramener la rentabilité de l'entreprise rapidement. Donc, ce qu'il faut savoir de M. O'Neill, c'est que il était à son dernier mandat. C'était son dernier mandat dans sa carrière, et il voulait faire bonne figure, il voulait laisser un legs. Donc, il a pris les 3 premiers mois, mais en fait les trois mois précédents son entrée en travail, pour examiner chaque département de l'entreprise. Et il a pris une décision courageuse, parce que pour lui, c'était pas le quoi qui l'intéressait, c'était le comment on le fait. Et rappelez-vous qu'il voulait laisser un leg. Donc, cette décision-là, qui a d'ailleurs fait très peur à tous les investisseurs, ça a été de se focaliser principalement sur la réduction des accidents de travail. Donc, c'était la santé-sécurité au travail qu'il avait placé comme cheval de bataille. Et il a indiqué à tout le monde que le budget ne serait jamais un argument pour négliger une situation potentiellement dangereuse. Ce qui est très intéressant dans cette situation-là, c'est que la santé-sécurité au travail chez Alcoa, ça faisait déjà une bonne figure. Ils avaient une moyenne de 1,86
accidents par 100 employés qui nécessitaient une journée ou plus d'absence au travail. La moyenne de l'industrie, c'était 5. Donc, 1,86 comparé à 5. Donc, c'est intéressant que ce soit le focus que cet homme-là choisisse. Donc, son premier jour au bureau, rentre dans le bureau du VP Santé-Sécurité, responsable de la santé-sécurité au travail, félicite le VP pour ce bon travail et il lui dit, à partir de maintenant, c'est tolérance zéro. On est responsable de la santé-sécurité de chacun de nos employés et c'est tolérance zéro. Dans son dos, ça chuchotait. Les gens se disaient, voyons, on est dans le monde des alumineries, on a peur de la machinerie lourde, il y a des fonderies avec des températures incroyablement élevées. Tolérance zéro, c'est impossible chez nous, mais l'objectif caché de M. O'Neill, c'était de transformer la culture de l'entreprise. Donc, Paul O'Neill avait 2 croyances. La première, vous l'avez déjà entendu, c'est que chaque employé a une énergie ou un pouvoir, je pense que c'est une question d'époque, un pouvoir aujourd'hui discrétionnaire qu'il choisit lui-même de donner ou non à son employeur. La deuxième chose, c'est qu'il était fondamentalement convaincu que la santé, sécurité d'un être humain, c'était un droit fondamental. Donc, en clamant haut et fort qu'à partir de maintenant, il était responsable personnellement de l'intégrité physique et psychologique de chacun de ses employés, ce qu'il a réussi à faire, c'est de remettre la mission de l'entreprise dans le cœur de chacun de ses employés. Donc, ce que tout le monde veut, tous les humains, sans exception, on veut être en sécurité, on veut se développer, s'épanouir et on veut contribuer. Donc, Paul O'Neill l'avait très bien compris. Et en remettant les employés au centre de l'attention, il a ramené la fierté, il a ramené l'engagement à travailler, le sentiment d'appartenance et résultat. Ben, en bout de ligne, le chiffre de 1,86 est descendu à 0,13 et ça a eu un effet, évidemment, il était en poste pendant 14 ans, mais l'effet sur les rendements de l'entreprise, la capitalisation a augmenté de 900%, ils sont passés de 4 à 28 milliards de dollars et au niveau des bénéfices, ils sont passés de 200 millions à 1,5 milliard. Donc, les effets sont là. Quand on met ses employés au centre de ses préoccupations, c'est tout l'organisme qui grandit et s'épanouit. Donc, quand on a une culture d'écoute, de respect et de transparence, c'est la motivation et l'engagement qui explosent. Et c'est important parce que regardez les chiffres. Au Canada, en ce moment, entre 40 et 55% des employés affirment être épuisés. Ça, là, c'est vos enfants, c'est vos amis, c'est vos parents. On est tous touchés sans exception par ça. Les absences liées à la maladie mentale sont passées de 20% il y a 15 ans à entre 50 et 60% aujourd'hui. C'est épouvantable. En Amérique du Nord, le taux de désengagement se situe entre 45 et 70%. Les sources varient énormément, mais déjà 45, c'est énorme. Pourquoi on devrait s'en préoccuper au-delà du coût humain de ça? Ben, il y a des coûts financiers très importants. Un burn-out va coûter entre 10 et 20 000 $ par employé. Le remplacement d'un employé, c'est un 10 000 $
additionnels. Donc, si votre employé quitte, faut le remplacer. Et il y a des frais d'embauche reliés à ça selon la spécialisation de vos employés, ce qui peut aller de 15 à 35% du salaire. J'ai lu ailleurs que ça pouvait aller jusqu'à 3 fois le salaire. Je vous laisse faire vos calculs dans votre entreprise à vous. Le désengagement, ce qu'on appelle en anglais le quiet quitting, va coûter au minimum entre 10 et 20 000 $. Et j'ai ajouté des frais collatéraux à ça. Quand j'ai vécu mon burn-out, j'ai quitté mon employeur quelques mois plus tard. Et ma réaction à l'époque, ça a été de ne plus faire affaire personnellement avec ce fournisseur-là. Et j'ai fait le calcul depuis le temps que j'ai quitté cet employeur-là. C'est 50 000 $ de mon revenu de ménage qui est allé à un concurrent. C'est non négligeable. Et si on fouille, il y a plein d'autres coûts qui peuvent s'ajouter à cette longue liste-là. Dans la vie, vous le savez, l'eau suit la pente. Le pouvoir discrétionnaire d'un employé, lui, va suivre 3 besoins clés. Vous vous rappelez, je vous avais promis 3 clés aujourd'hui. Il va suivre le sentiment de sécurité physique et psychologique et le sentiment d'appartenance à l'employeur. Le groupe, très souvent, les employés sentent le sentiment d'appartenance au groupe. Et ça va maintenir un employé longtemps. Mais quand le sentiment d'appartenance va briser avec l'employeur, le meilleur groupe ne pourra pas retenir un employé. Ensuite, le sentiment d'avoir du contrôle. Contrôler ses tâches, contrôler ce qui se passe avec les collègues autour, contrôler ses objectifs, comment j'atteins mes objectifs, les urgences, les imprévus, tout ça, c'est important de donner des outils à l'employé pour qu'il ne soit pas constamment en mode survie. Et ensuite vient la reconnaissance et l'appréciation parce que la reconnaissance et l'appréciation va amener énormément de légèreté et va propulser des employés. Mais s'il est dans un état de survie, on est vraiment dans une situation où le bon n'est pas assez pour enlever le mauvais. Donc, d'abord, il faut redonner le contrôle et ensuite, on nourrit avec l'appréciation. Ce qu'O'Neill savait instinctivement, c'est que dans une entreprise, il y a 3 sortes d'employés. En anglais, on appelle ça des A-players. C'est ceux dont la motivation, elle est intrinsèque et elle est forte. Donc, c'est vos porteurs de ballon. Eux, on leur donne des défis, trouvent les façons d'aller, de réaliser, d'atteindre leurs objectifs. Et tant qu'on leur donne, les défis sont là au rendez-vous et dès qu'on les néglige, c'est pas long qu'ils partent, ces gens-là. Ces gens-là sont très autonomes et n'ont pas peur du risque. Okay. Il y a des C-players. Des C-players, on espère qu'il y en ait le moins possible dans votre entreprise. Ce sont des gens qui sont plus passifs. Et il y a beaucoup de raisons pour ça, mais ce qui est dangereux, c'est quand c'est un passif agressif, dans le sens où quand ça devient une atmosphère toxique, où les gens se plaignent, où les gens travaillent un peu les uns contre les autres. Et ce qui est dangereux là-dedans, c'est que la masse de vos employés sont des B-players. Et les B-players, c'est le thermomètre de votre entreprise. Ils sont un peu comme des éponges. Soit ils sont motivés vers le haut et ils adoptent des comportements de A-player, soit ils sont motivés vers le bas et ils adoptent des comportements de C-player. Donc, si vous observez ce qui se passe dans cette masse critique-là, vous allez comprendre où se situe votre entreprise. Et rappelez-vous toujours que les B-players, ce sont ceux qui tiennent votre entreprise soit à bout de bras, sont épuisés, ou soit à bout de cœur. Grosse différence. Brené Brown disait, quand on blâme, résiste, se désengage, c'est juste une façon de se décharger d'une douleur ou d'un inconfort.
Donc, s'il y a ça dans votre entreprise, c'est parce que les gens souffrent en arrière. Et quand on s'adresse uniquement à la superficialité, quand on essaie de dire, est-ce qu'on donne des bonus, est-ce qu'on donne du télétravail, est-ce qu'on donne du 4 jours, est-ce qu'on donne des horaires flexibles, si ce qu'il y a sous la surface de l'eau, là, en dessous de l'iceberg, le contrôle, le sentiment d'appartenance, là, les 3 clés que je vous ai nommées, si c'est pas là, tout ce qu'on donne en surface, ça aide pas. Donc, on commence par où? On commence par la base, on commence par le terreau. Donc, les besoins fondamentaux de chaque être humain, c'est de donner du sens à ce qu'il fait pour lui, mais aussi il faut qu'il trouve le sens. Où va l'entreprise? Quelle est la mission? Quelle est la culture de l'entreprise? Est-ce que l'employé le comprend bien? Et est-ce qu'il y adhère? Ensuite, il veut être traité avec respect et équité. Mon exemple de 98 en est un bon pour ça. Il veut avoir à sa disposition les bons outils, la bonne formation, les bonnes directives et même les bons encouragements. Il veut savoir ce qu'il a à faire clairement, quelles sont ses attentes et il veut qu'on lui dise s'il fait du bon travail. Il veut être validé, reconnu pour son apport et il veut recevoir un feedback juste, constructif dans le cadre d'un processus personnel. On a tous besoin d'une direction. On a tous besoin de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Et c'est un plan de développement personnel qui permet d'avoir cette vision-là et de tolérer certaines choses qui vont moins bien parce qu'on sait que ça fait partie de quelque chose de plus grand. On veut faire tout ça pour éviter la confusion, pour éviter les modes de protection des employés. Un employé qui se protège dans tous ses courriels, c'est du temps perdu pour lui, mais c'est du temps perdu pour ceux qui doivent recevoir ces millions de courriels. Un employé qui se surprotège, des fois, va travailler 10 fois plus que nécessaire, juste parce qu'il n'est pas en sécurité dans son contexte de travail. Éventuellement, ça se transforme en résistance, en désengagement au mieux, puis en sabotage au pire. Donc, les climats toxiques, c'est du sabotage pur et simple. Dans le concret, par où on commence, le plus simple, c'est de dire bonjour. J'en ai tellement connu des environnements où on se dit même pas bonjour entre collègues, mais au niveau vertical aussi, il n'y a pas de préoccupation de comment vont les gens. Donc, ça, c'est la base. Ensuite, prendre l'habitude de remercier les gens, mais en spécifiant pourquoi. Donc, on bâtit la confiance et on capitalise sur les forces de ces employés-là. Et croyez-moi, les gens ne connaissent pas leurs forces. On a tous un sentiment d'insécurité. On est tellement dans un monde de compétition et de comparaison. Il faut remercier précisément nos employés. Il faut prendre des nouvelles d'eux hebdomadairement pour savoir comment ça se passe, les dossiers. Faut donner des objectifs clairs en expliquant le contexte. J'en ai parlé tout à l'heure. Donner du feedback honnête, ça veut dire équilibré, honnête, ça veut dire pas obligé d'être toujours gentil, il faut donner du bon feedback constructif, précis, dire les choses en toute transparence, avec authenticité et empathie. Donc, la transparence vous oblige pas à être bête. Quand j'ai vécu mon burn-out, je sais qu'on était en coupure et j'étais consciente que c'était pas une mauvaise chose d'être en coupure, mais de la façon dont ça s'est fait, c'était très cavalier pour ceux qui restaient pour soutenir l'entreprise à bout de bras. Vous vous rappelez, bout de bras, bout de cœur. Solliciter l'avis de vos employés. Sont sur le terrain, les employés savent ce qui marche pas. Vous serez juge après de ce que vous acceptez ou non, mais vous les aurez écoutés et vous pourrez leur expliquer dans le cadre des objectifs pourquoi vous n'avez pas tout accepté leur proposition. Encore une fois, souligner publiquement l'apport de chacun, publiquement
ou en privé, ça dépend des gens aussi, ça dépend de ce qu'on a souligné. Il faut souligner les petits et les grands gestes tout le temps, c'est important. Plus on souligne le petit, plus le grand a de la valeur et vice-versa. Encourager évidemment vos membres d'équipe à s'encourager entre eux. Quand il y a de la compétition dans un milieu, on perd en créativité, on perd en collaboration et ça coûte très, très cher à l'entreprise. Donc, je vous ramène je sais plus en quelle année. Je pense que c'est en 2008. Je suis dans un endroit, je suis salariée, donc dans un endroit où vraiment, au niveau du climat de travail, c'est difficile. Et on nous offre une conférence sur le bonheur parce qu'ils veulent faire quelque chose pour nous aider. Et on va à cette conférence-là et on a ri comme des fous. On a eu du plaisir cette journée-là. C'était créatif, on a joué. Sauf que quand on est revenu au travail, rien n'avait changé. On nous avait donné un bonbon. Mais quand on est revenu, il n'y avait pas plus de substance sur où on s'en va, qu'est-ce qui est important au niveau des cohésions d'équipe. Et ça a été un déclencheur pour moi. Et ça a été ma première étape avant de devenir coach. Je me suis posé la question de mais qu'est-ce qu'on a besoin pour plus évoluer en entreprise. Et j'ai développé 2 types de conférences. La première, c'est de déborder à productif. C'est une série de 3 conférences qui ne se vendent pas séparément. Pourquoi? Parce que une journée pour réapprendre à vivre, c'est pas assez. Donc, de déborder à productif, c'est une question de définir son équilibre, ses objectifs, de mieux gérer ses émotions dans un 2e temps. Et dans un 3e temps, on apprend à gérer son temps. Et ça prend tout ça pour retrouver le sentiment de contrôler sa vie. Et c'est ça qui manque dans le monde en ce moment, c'est le sentiment de contrôle. On est très victime de nos environnements. La 2e, c'est une série d'ateliers sur le leadership. On met des gens qui sont excellents dans ce qu'ils font, dans des postes de gestion et souvent, ils sont pas prêts. Ils excellent dans ce qu'ils font, donc ils excellent dans le micromanagement, mais pour élever des employés, c'est d'autres compétences. Donc, dans cette série-là, on aborde des thèmes qui sont importants pour les leaders émergents en entreprise. Donc, si vous voulez faire une différence rapide, la première chose à faire, c'est de redonner le pouvoir là où vos employés ont l'impression de ne plus en avoir. Et un taux d'engagement qui s'élève égale profitabilité qui s'élève, vente qui s'élève, productivité qui s'élève, absentéisme qui descend, turnover, départ volontaire qui descend et incident de sécurité. 70%, c'est quand même important si c'est dans votre industrie, il y en a beaucoup, pensez-y. Donc, offrir un meilleur contrôle sur quoi? Sur leur temps et leurs priorités, sur la gestion efficace de leurs émotions et sur la qualité de présence et la qualité de leurs décisions et de leur communication. C'est le terreau que les employés ont besoin pour ensuite pouvoir passer au prochain niveau. Alors, je vous laisse là-dessus. Vous avez mes coordonnées à l'écran. Vous allez avoir aussi un code QR pour aller scanner des petites informations, des petits cadeaux que j'ai pour vous. Et je vous laisse sur cette citation-là de Eric Moseley, CEO Workhuman, qui dit que peu importe l'état de l'économie, la reconnaissance et l'appréciation nous élèvent et nous unissent d'une façon qu'aucune autre pratique d'affaires ne peut le faire. Les êtres humains sont des êtres de communauté.
On ne sépare pas la vie personnelle du travail et on ne peut pas séparer les humains. C'est en collectivité qu'on fait les plus belles et les plus grandes choses. Alors, je vous laisse là-dessus aujourd'hui. Au plaisir de vous recroiser éventuellement. Merci beaucoup, Sujata, pour cette magnifique conférence avec des éléments clés vraiment hyper intéressants et importants. Et je me suis permis de prendre quelques notes sur réengager et valoriser vos talents. Donc, on a parlé ici de productivité, d'efficacité, puis l'efficacité vient conditionner la productivité. Et vous savez, on a un enjeu très grand en entreprise. Sujata l'a très bien décerné dans sa conférence, l'engagement. Puis l'engagement, ça vient pas tout seul, ça vient par des actions qu'on pose. Santé, sécurité, un droit fondamental. Donc, on parle d'intégrité, de mission d'entreprise. Où en êtes-vous avec votre mission d'entreprise? Après ça, Sujata nous a parlé de motivation et d'engagement. Moi, je vais vous parler de motif-action. Donc, quels sont les motifs qui vont conditionner les membres de votre équipe, de vos ressources et vous-même à vous mettre en action? Donc, le mot motivation peut être éphémère et faire vraiment obstruction à l'engagement et un bon niveau d'engagement. Quels sont vos motifs-action? D'investir dans vos ressources. Donc, à défaut d'investir dans vos ressources, vous allez avoir des dépenses, des dépenses qui vont être occasionnées dans vos postes budgétaires au niveau entreprise. Quel est votre profil de joueur? Quel est votre profil de player? Vous-même et l'ensemble des ressources à l'intérieur de votre organisation. On a parlé également de besoins fondamentaux. Donc, dans les besoins fondamentaux, vous allez mettre en surface la culture de votre entreprise, les racines de votre entreprise qui permettent de passer à travers toutes les intempéries, les aléas de la vie. Donc, je m'amuse également beaucoup avec des acronymes, mais je me suis permis de créer un petit acronyme, Sujata, l'acronyme UNIC. Donc, dans votre posture d'entrepreneur, dans votre posture managériale, soyez des personnes uniques. Et UNIC, U-N-I-C, pour travailler sur l'unicité. Donc, la différence, la distinction de chacune de vos ressources en entreprise. Unicité, et vous allez gagner en notoriété, vous allez gagner en intégrité et vous allez gagner en crédibilité comme manager, comme leader à l'intérieur de vos entreprises respectives. Donc, un immense merci à Sujata et je dois dire en terminant que je suis aujourd'hui coach, formateur et conférencier et c'est directement lié à une rencontre que j'ai eue avec Sujata il y a quelques 12 ans de ça qui a transformé ma vie et qui m'a permis de me rendre là où je suis aujourd'hui. Donc, tout ça pour vous dire qu'elle est de bons et de très bons conseils et je vous encourage sur les conférences, sur les outils qu'elle vous propose d'aller voir. Scannez le code QR que vous avez eu à l'écran durant cette conférence pour aller prendre une empreinte des cadeaux qu'elle vous laisse, dont le PDF de sa présentation et consulter l'ensemble de ces outils. Et je suis sûr que vous allez apprécier et avoir une différence marquante dans vos vies et dans la croissance et le développement de votre entreprise. Puis encore une fois, en terminant, un immense merci à Bronco Marketing de Québec et GB Studio de Québec, des collaborateurs et des partenaires essentiels pour le bon déroulement de ce sommet. Donc, à demain pour un autre épisode du sommet virtuel de l'entrepreneuriat et du reprenariat avec un nouveau conférencier. À très bientôt.